Au sommaire de ce journal en religion, l'album intitulé La destinée de la chanteuse Maria Adé a été officiellement présenté. Une conférence de presse a été organisée pour la présentation de cet album. Un crash sur le tournage de l'émission de télé-réalité Drop It fait 10 morts en Argentine. Toujours dans le pays de l'oncle Sam, le géant de l'informatique Apple a dévoilé sa montre connectée, la très attendue Apple Watch. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Béni TV. Vous suivez l'édition du 11 mars 2015. On commence en religion. Nous nous rendons au Bénin, précisément à la prison de Lokossa, où chaque année le ministère de la Fraternité des prisons du Bénin a offert de la nourriture aux nombreux détenus. Ce ministère, créé depuis 2008, a pour objectif d'apporter l'évangile, l'espoir et la dignité aux prisonniers du Bénin. Reportage signé Béni TV Bénin. Les détenus de la prison civile de Lokossa sont en joie, ceci grâce au ministère de la Fraternité des prisons du Bénin. Créé depuis 1988, ce ministère a pour but d'apporter l'évangile, l'espoir et la dignité aux prisonniers du Bénin. L'amour, on a essayé de le matérialiser en faisant la désinfection de tous les bâtiments de la prison, en leur distribuant des vêtements, en leur distribuant des repas, de pain de savon, de produits contre la dermatose. Mes impressions de ce qui s'est passé ici aujourd'hui, j'ai vu que ces gens-là, ces hommes emprisonnés, ils ont reçu le message de l'espoir et de la grâce de Jésus-Christ. Les actions menées par la Fraternité des prisons du Bénin ne se limitent pas seulement à l'évangélisation et aux dons, mais aussi à l'implantation des activités formatrices et génératrices de revenus FGR dans les prisons. Aujourd'hui, ce projet rencontre diverses difficultés dans sa réalisation. L'association La Fraternité des prisons du Bénin intervient justement à partir des contributions, des cotisations de ses membres. Et nous n'avons pas d'appui institutionnel et puis vous connaissez que dans notre milieu, rares sont ceux-là qui sont prêts à investir dans l'œuvre des prisonniers. Et la seconde raison, c'est que les autorités n'accompagnent pas comme on le veut. Grâce aux efforts des bienfaiteurs, les prisonniers et leurs responsables voient leur peine se réduire. À juste titre, ils apprécient la sollicitude de la fraternité. Très content, tel qu'ils ont pensé à nous pour venir nous visiter comme ça. Dans le temps dont on est ici et ils ont déplacé à cause de nous jusqu'à ils sont venus ici. Nous on est très contents. Oui, la parole de Dieu, c'est quelque chose comme du feu dans mon organisme. Ça a brûlé beaucoup de choses dans mon organisme. Ça va faire de moi un homme changeable. Leur visite nous est allée au cœur tout droit. La fraternité des prisons du Bénin n'est pas à leur premier acte. Ils ont l'habitude de venir soutenir les détenus dans tous les domaines. Les cas de maladie sont fréquents ici. La Fraternité des prisons du Bénin a besoin d'importants moyens pour apporter plus de joie dans ces centres de détention où les pensionnaires privés de liberté ont également soif de meilleure santé. Notons que ce programme spécial à la prison de Lokossa a été financé par le couple Tommy Ray et Elisabeth de la mission Frontières Évangélisme. Encore en religion, l'ONG J'aime Israël, en collaboration avec le Keren Kaimet, les Israël et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, a organisé un point de presse pour expliquer les bienfaits du Tou Bishvat, qui est la fête populaire d'Israël qui célèbre le planting d'arbres. Une coopération qui permet aussi de consolider les relations israélo-ivoiriennes, tant dans les domaines relations internationales que spirituelles. Le Nouvel An des arbres, cérémonie juive commémorant le renouveau de la nature, s'est exporté en Côte d'Ivoire. Une fête populaire célébrée qui plante des arbres à cette occasion. Une cérémonie parallèlement célébrée en Côte d'Ivoire à travers 3 éléments principaux, un point de presse, une conférence scientifique et la cérémonie officielle. À cet effet, un point de presse a été organisé par l'ONG J'aime Israël en collaboration avec le Keren Kaimet, le Israël Kakel et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Ce point de presse a été pour les organisateurs une lucarne indiquée pour encourager l'opinion naturelle
et surtout les leaders de communautés à adhérer à cette vision qui sensibilise sur la prévention de la nature. Une belle initiative appréciée par le Dr Lionel Bobot, directeur du groupe EF Parti en Israël, qui a exprimé sa fierté d'accompagner l'ONG J'aime Israël. C'est un pont entre les deux pays. Et comme je disais, Israël a les technologies, vous avez les terres, vous êtes parmi les plus belles terres. Et l'idée et tout notre souhait, c'est qu'à un moment donné, on puisse permettre à ce que ces technologies-là traversent, entre guillemets, Israël pour venir en Côte d'Ivoire et aider à son développement pour le futur. À la suite du docteur Lionel Bobot, M. Jonas Naki, président de l'ONG J'aime Israël, a donné les différentes orientations de sa mission, essentiellement basées sur l'apport de la lumière au développement économique aux nations par Israël. Ce point de presse a permis aux uns et aux autres de comprendre l'aspect fondamental du rapprochement entre ces deux nations, Israël et la Côte d'Ivoire, sous l'aspect physique et aussi divin. À présent, actualité africaine, 9 expatriés dont un Autrichien seraient retenus en otage par l'État islamique en Libye. C'est une déclaration faite par le ministère des Affaires étrangères autrichien qui semble posséder des preuves solides. Le groupe État islamique retiendrait en otage 9 expatriés, dont un Autrichien et un Tchèque capturés récemment en Libye. C'est ce qu'indique le ministère autrichien des Affaires étrangères, qui dit s'appuyer sur des informations sûres. Ils auraient été capturés vendredi dernier lors d'une attaque contre le champ pétrolier Al-Khani, où ils travaillaient. Parmi eux se trouvaient également 4 Philippins, 2 Bangladais et un Ghanéen. Ce n'est pas la première fois que l'État islamique fait parler de lui en Libye, un pays en proie au chaos qui est partagé entre deux gouvernements. Le mois dernier, l'organisation djihadiste avait revendiqué la décapitation de 21 Coptes égyptiens kidnappés sur le sol libyen. Au Sud-Soudan, l'exploitation du pétrole se fait de plus en plus difficile avec des stations à l'arrêt et d'autres qui sont pillées. Des flaques noires reflètent les cheminées éteintes qui émergent des herbes folles, non loin de fûts abandonnés. L'usine de traitement de Tarjat, à 500 km au nord de Juba, abandonnée et pillée, laisse échapper son pétrole. Cette unité centrale de traitement recevait le pétrole des puits alentours. L'entreprise, gérée par un consortium dirigé par le géant malaisien Petronas, a été évacuée en hâte quelques jours après le début de la guerre civile en décembre 2013. Les employés sont partis, mais le pétrole fuit toujours à l'extérieur. Ce que nous avons trouvé ici est pire que ce que nous imaginions. Nous avons vu d'importantes fuites de pétrole qui viennent des tubes, des fûts de pétrole. L'ONG Sign of Hope a effectué des prélèvements d'eau entre 2009 et 2013, même avant que la guerre n'éclate, et les résultats sont alarmants. La nappe phréatique est contaminée par du sel et du plomb. L'association évoque aussi des naissances anormales et le développement de maladies graves. Il y a une forte augmentation de sel. On a plus de produits chimiques comme du plomb et ce plomb peut causer, comme je l'ai dit plus tôt, des malformations au cerveau ou au système nerveux. Cela peut tuer le fœtus et causer des avortements ou des anomalies. Chaque jour, Agar Koch va puiser de l'eau d'un petit affluent du Nil Blanc. Un périple de 2 heures que cette mère de famille de 8 enfants entreprend matin et soir plutôt que de consommer l'eau du robinet de son village. Après en avoir bu, sa fille a dû partir à l'hôpital. L'eau que nous avons ici est trop salée. Et quand les enfants boivent cette eau, ils ont des diarrhées et des vomissements. Donc je préfère marcher beaucoup et récupérer de l'eau du courant. Même si c'est très loin, c'est mieux. Depuis que la guerre a débuté, le Soudan du Sud a vu l'exportation du pétrole chuter d'1 tiers. Le brut représente pourtant 98% des ressources du pays. Les habitants de la région de Tarjat, eux, se moquent du pétrole. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est avoir accès à de l'eau potable. Le tournage de l'émission de télé-réalité Dropid a tourné au drame à Quebrada del Yeso, c'est en Argentine. 10 personnes, dont 8 Français, ont trouvé la mort dans la collision de 2 hélicoptères. L'émission devait être diffusée sur la chaîne de télévision française TF1 et dont le tournage avait débuté au début du mois de mars. Le tournage de l'émission de télé-réalité Dropped vire au cauchemar en Argentine. 10 personnes, dont 8 Français, ont été tuées cette nuit dans la collision de 2 hélicoptères. L'un des appareils avait été loué par les producteurs de l'émission qui devait être diffusée sur TF1 et dont le tournage avait débuté au début du mois.
L'accident s'est produit à Quebrada del Yeso, dans la région de La Rioja. Parmi les victimes, 3 personnalités du monde sportif. La navigatrice Florence Artaud, 57 ans. Celle que l'on surnommait la fiancée de l'Atlantique avait remporté la Route du Rhum en 1990. La nageuse Camille Muffa, 25 ans, avait elle décroché aux Jeux Olympiques de Londres la médaille d'or du 400 mètres nage libre. Le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, était lui médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2008 à Pékin. Les 5 autres victimes françaises faisaient toutes partie de l'équipe de production de l'émission. Aux Pays-Bas, Ivo Opstelten et son secrétaire d'État à la justice Fred Steven ont remis leur démission au gouvernement néerlandais. Une information qui intervient à quelques jours des élections régionales dans le pays. Le ministre néerlandais de la Justice, Ivo Opstelten, démissionne à une semaine des régionales. Son secrétaire d'État, Fred Steven, a lui aussi quitté le gouvernement. Ce dernier, procureur au moment des faits, avait conclu un accord douteux avec un baron de la drogue en l'an 2000. Ce n'est pas l'accord, mais la somme annoncée au Parlement qui est en cause. Plus de 2 millions d'euros ont été restitués aux narcotrafiquants. C'est bien plus que ce que le procureur avait annoncé. Le président américain Barack Obama et le président du Conseil européen Donald Tusk se sont entretenus à la Maison-Blanche à Washington. La crise dans l'est de l'Ukraine et le besoin d'une unité entre l'Europe et les États-Unis étaient à l'ordre du jour. Barack Obama et Donald Tusk insistent sur l'unité pour imposer des sanctions à Moscou dans la crise ukrainienne. Cette crise dans l'est de ce pays était au cœur de l'entretien hier à la Maison-Blanche entre le président américain et le président du Conseil européen. Pour le chef de la Maison-Blanche, rien ne pourra se faire sans une surveillance efficace du processus. Nous apprécions beaucoup le travail réalisé par la chancelière Merkel et le président Hollande dans les accords de Minsk, mais nous savons aussi, au vu de l'expérience de la dernière année écoulée, que sans la mise en œuvre d'une surveillance efficace, ces accords n'auront aucun sens. Donald Tusk a lui déclaré qu'un besoin d'unité entre l'Europe et les États-Unis est le dénominateur commun dans la gestion des défis auxquels ils font face. Nos ennemis qui utilisent la propagande contre nous commettent des actes de violence et d'atteinte à la souveraineté de nos voisins. Nous devons rester unis, divisés nous chuterons. Voilà ma conviction, estime le président du Conseil européen. Une précision qui vaut aussi pour la lutte contre l'organisation État islamique. Depuis la mise en place du nouveau gouvernement grec et la bataille avec les créanciers, le président de l'Eurogroupe a prévenu qu'il était temps de plancher sur les réformes essentielles à Athènes. Une résolution qui pourrait bien avoir des conséquences sur la tranche de prêt dont la Grèce a besoin. Les créanciers de la Grèce s'impatientent. Le président de l'Eurogroupe, Göran Dijsselbloem, a prévenu qu'il était temps de plancher sur les réformes essentielles à Athènes pour obtenir le déblocage d'une nouvelle tranche de prêt dont le pays a cruellement besoin. Je suis ouvert à l'étalonnage des remboursements, dit-il. Nous l'avons déjà fait auparavant dans certains programmes. Mais cela doit résulter dans un premier temps d'un accord sur la totalité du plan. Le versement arrivera en second. Athènes doit rembourser plus d'1,5 milliard d'euros au FMI à la fin du mois. Accusé de faire traîner les discussions, le ministre grec des Finances s'insurge. Nous n'avons pas perdu de temps, dit-il. Pas le gouvernement grec. Depuis le 24 février, ce gouvernement travaille et a commencé non seulement à gouverner, mais aussi à planifier les réformes. Reste à savoir quelles réformes seront acceptées par l'Eurogroupe et acceptables pour les Grecs. Notre correspondante grecque à Bruxelles. Apprendre à fabriquer son propre jeu vidéo dès l'âge de 6 ans, c'est possible. L'initiation à la programmation informatique peut se faire dès le plus jeune âge. Le gouvernement français souhaite même qu'elle fasse partie à l'avenir des apprentissages fondamentaux à l'école. Thibaut a 6 ans. Il sait à peine lire et écrire, mais c'est déjà un pro du code. Ça c'est des codes avec mouvement, il y a là tu peux créer des histoires, là c'est pour mettre le départ.
Depuis janvier, Thibaut suit tous les lundis cet atelier d'initiation à la programmation informatique. Ça se passe dans son école, après les cours, dans le cadre des activités périscolaires. Avec leur animateur, en une dizaine d'heures à peine, ces élèves de primaire ont fabriqué leur propre jeu, un casse-briques. Le casse-briques, on y joue tous, mais pouvoir le construire et après à la fin dire à ses parents, papa, maman, voilà ce que j'ai fait en atelier, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai pas fait que jouer ou quoi que ce soit, j'ai créé mon jeu, c'est le mien. Et les parents vont faire, ah ouais, mon fils quand même, voilà, il a évolué. Pour former ses animateurs, la ville a fait appel à des experts comme Anne-Laure. Elle travaille pour une société spécialisée dans la pédagogie informatique. L'objectif de ces ateliers, faire en sorte que les enfants ne soient pas que des utilisateurs passifs des outils numériques. On ne veut pas en faire des geeks ou des futurs programmeurs, développeurs. Après, on cherche à les éveiller vraiment à l'informatique et à la logique. À terme, on voudrait vraiment surtout qu'ils passent du statut de consommateur à plutôt créateur et qui connaissent le code. Pour le moment, ici les Moulineaux fait encore figure de ville pionnière. Le gouvernement a lancé une vaste concertation sur le numérique à l'école et souhaiterait y introduire la programmation informatique à partir de 2016. Mais rien n'est encore fait. En attendant, au Royaume-Uni, le codage est déjà obligatoire dès 5 ans depuis la rentrée dernière. Solar Impulse, l'avion qui fonctionne uniquement grâce à l'énergie solaire, a décollé pour la seconde étape de son tour du monde de la piste de Mascate dans le sultanat d'Oman, direction l'Inde. Solar Impulse, deuxième du nom, en route pour la seconde étape de son tour du monde. L'avion, qui fonctionne uniquement grâce à l'énergie solaire, a quitté ce matin la piste de Mascate dans le sultanat d'Oman, direction l'Inde. À son bord, Bertrand Piccard, le pilote historique du projet, succède à son compatriote suisse André Borschberg, qui a lui effectué hier la première liaison depuis Abu Dhabi. Solar Impulse doit effectuer un tour du monde en 12 étapes. Un périple qui pourrait prendre plusieurs mois. L'appareil circule à une vitesse maximale de 100 km/h. C'est aussi et surtout une façon pour les deux pilotes de promouvoir les énergies renouvelables à l'heure où la lutte contre le réchauffement climatique est dans tous les esprits. Après l'iPhone 6, le géant américain de l'informatique Apple a officiellement dévoilé sa nouvelle invention, la très attendue Apple Watch, une montre connectée qui permettra aux futurs utilisateurs de recevoir des appels sur leur montre. C'est fait, Apple a dévoilé officiellement ce lundi sa montre connectée, la très attendue Apple Watch. Selon le directeur général du groupe, Tim Cook, elle ouvre, je cite, un nouveau chapitre dans la façon dont nous allons agir avec les technologies. Fin de citation. L'Apple Watch fera concurrence aux montres connectées des fabricants sud-coréens Samsung et LG, ainsi notamment qu'à celle du japonais Sony. Avec un haut-parleur et un micro intégré, vous pouvez recevoir des appels sur votre montre. Je voulais faire ça depuis mes 5 ans, le jour est finalement arrivé, a ajouté Tim Cook. La présentation de cette montre connectée a entraîné une performance d'Apple en demi-teinte à Wall Street. L'action était montée lorsque Tim Cook a annoncé le lancement de l'Apple Watch le 24 avril, mais elle a chuté après que la fourchette de prix de vente de 349 à 10 000 $ a été dévoilée. Apple s'est contenté d'un gain modeste de 0,4% en clôture. Les secteurs du tourisme et du luxe connaissent assez de difficultés depuis la contraction de l'activité économique en Russie. Un nombre important de sociétés de tourisme et de luxe sont donc obligées de baisser leurs prix. La contraction de l'activité économique en Russie a une certaine influence sur les comptes des sociétés de tourisme et de luxe en Europe occidentale, les obligeant à baisser leurs prix. LVMH a vu ses ventes plonger de 20% depuis janvier en Russie. Le rouble a perdu la moitié de sa valeur face au dollar et à l'euro l'an dernier. Ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des citoyens russes s'est réduit et que les conséquences n'ont pas tardé. Baisse des dépenses de consommation, baisse globale des voyages à l'étranger, générant une baisse des recettes des compagnies occidentales dans les secteurs du tourisme. On pense notamment aux stations de sport d'hiver en France, en Suisse et en Italie. À Courchevel, une station UP des Alpes françaises, le nombre des touristes russes a baissé de 20 à 30% cet hiver et ceux qui sont venus ont moins dépensé. Les dépenses de tourisme des Russes à l'étranger avaient déjà baissé de 6% en 2014. Cette année, on s'attend à un nouvel effritement. Que dire enfin des sociétés suisses du luxe qui doivent affronter un marché russe anémique avec en plus une hausse de 20% du franc suisse récemment. C'est ici que nous mettons point final à cette édition du jour. Merci de nous avoir suivis et continuez de suivre les programmes de BNI TV.